Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce 15e épisode du site Les Ailes du Québec. Et pour cette semaine, le sujet principal sera la géographie du beau et grand Canada et sa population et les défis que cela pose pour le transport aérien. Mais avant d'aller au sujet du jour, comme d'habitude, le rappel du jour. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous ici en bas. Si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime, ça nous aide dans le référencement YouTube. Je ne vous demande pas la charité, simplement de cliquer généreusement j'aime. Et pour ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, vous êtes maintenant à 329, je vous remercie beaucoup de votre encouragement. Et j'espère que vous serez encore plus nombreux à vous joindre à notre chaîne. Cela dit, avant de commencer le sujet du jour, je tiens à réitérer la nouvelle de la semaine et même du mois et probablement des 6 derniers mois dans l'aéronautique ou dans l'aviation au Canada et au Québec. C'est la disqualification de Boeing dans l'appel d'offres pour le remplacement des avions de chasse CF-88. Et en passant au Canada, les FA-18 deviennent les CF-188. Donc, l'offre de Boeing et du Super Hornet a été exclue. Et j'ai profité de cette occasion-là. J'ai eu des collaborateurs qui m'ont offert de l'information et j'ai écrit la saga canadienne du F-35 F-35 Lightning au Canada, qui a débuté en 1997, donc une série de 7 textes. Les premiers liens là, sont dans les liens de l'émission. Et puis, si vous voulez en savoir encore plus en détail sur le F-35 comme tel, comment ce programme-là est né aux États-Unis, l'Aéropod avait fait une série de 4 épisodes là-dessus. Olivier et Grégory s'étaient amusés à approfondir le sujet. C'est pratiquement 5 heures d'émission, si ma mémoire est bonne. Là encore, le lien vers le premier épisode est dans le dessous, au bas dans les notes de celui d'aujourd'hui. Alors, sujet du jour, en fait, qui m'est venu après avoir parlé la semaine dernière du Canada et des transporteurs à rabais et comment c'est une situation difficile, en fait, pour les transporteurs à rabais au Canada. Mais en fait, de façon générale, le transport régional au Canada est assez dispendieux. Les routes intérieures, on entend souvent parler au Québec, par exemple, le transport en région au Québec, comment c'est dispendieux d'aller à Sept-Îles, d'aller en dehors des grands centres. Puis, dans le fond, il y a une réalité un peu spéciale au Canada. Puis, vous voyez cette belle grande carte du Canada que je vous mets à l'écran, que vous pouvez regarder. Eh bien, cette belle grande carte montre un Canada de 10 millions de pieds carrés. En fait, pour être précis, 9 850 000. Donc, on peut arrondir à 10 millions de pieds carrés. C'est à peine 100 des pieds carrés. Kilomètres carrés, oui. 10 millions de pieds carrés, c'est pas la même chose. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, pour les bloopers, je suis en forme, hein? Alors, c'est ça. Donc, on parle bien de 10 millions de kilomètres carrés. C'est à peine 100 000 kilomètres de moins que la superficie américaine. 7 millions de moins que la Russie, quand même, qui en a 17 millions. Et pour des gens du monde francophone, c'est 18 fois le territoire de la France. Alors, dans ce grand territoire, il n'y a que 38 millions de personnes. C'est pas beaucoup déjà, mais ça serait encore relativement gérable si la population canadienne était plus ou moins répartie sur le territoire. Mais, prochaine diapositive, remarquez ici la petite bande rouge
qui n'est pas exactement à l'échelle, mais qui sert à représenter. Cette ligne rouge-là représente 150 000 nautiques à partir de la frontière américaine. OK? Et on constate que déjà, en partant, il y a une petite disproportion majeure dans la répartition de la population canadienne sur le territoire. On a 90% de la population canadienne qui vit à 150 000 nautiques de la frontière américaine. Dans certains cas, c'est plus rapide pour des Canadiens d'aller prendre l'avion aux États-Unis que de la prendre dans un aéroport canadien. Et cette dynamique-là s'applique encore plus quand il s'agit de voyager avec des transporteurs à rabais, parce qu'aux États-Unis, il y a déjà un réseau de transporteurs à rabais, donc ils ne sont pas chers, et les gens vont facilement aller aux États-Unis. 2008-2009, à l'époque où on a eu une parité entre le dollar canadien et le dollar américain, 1,5 million de passagers ont traversé la frontière en un an pour aller prendre l'avion aux États-Unis. Donc, c'était un phénomène très inquiétant à l'époque. La chute du dollar canadien, après ça, est venue rebalancer les choses, mais dites-vous bien que quand le dollar est à parité, les aéroports ou les transporteurs où il y a les aéroports où il y a des transporteurs à rabais aux États-Unis attirent les Canadiens et beaucoup. C'est normal, la clientèle des transporteurs à rabais, c'est une clientèle qui magasine le prix, mais jusqu'au dernier sou. Moi, je me souviendrai toujours, quand on avait eu le cours de marketing sur le transport aérien, dans le cadre de mon certificat de gestion, qui est là d'ailleurs, le certificat en gestion stratégique du transport aérien, merci. Donc, dans le cadre de ce certificat-là, on nous avait expliqué, par exemple, que lorsqu'Air Transat ou Transat AT affiche des forfaits vacances vers le sud, 50 $ moins chers que ceux annoncés à partir de Québec, il y a déjà un mouvement significatif de la clientèle qui s'opère, c'est-à-dire que les gens vont se regrouper souvent à 6 dans une voiture et ils vont plutôt venir partir de Montréal. Donc, 6 personnes dans une voiture, ça fait 300 $ d'économie. Quand il s'agit d'une famille, par exemple, avec 2 grands-parents, 2 parents et 2 enfants, puis souvent c'est des grands-parents qui payent, bien, ils vont faire l'économie puis ils vont venir à Montréal prendre l'avion. Donc, c'est normal qu'il y ait ce type de mouvement-là dans le marché des transporteurs à rabais. Bien, évidemment, si on dit que le marché américain, que 90% de la population qui vit à 150 000 nautiques des frontières américaines, ben, dans le reste du territoire, donc en dehors de cette bande rouge, qui, je le répète encore, n'est pas parfaitement à l'échelle, mais ça permet de se donner une bonne représentation, ben, on a 3,8 millions d'habitants sur le restant du territoire. Et là encore, si c'était plus ou moins bien réparti, il y aurait encore des choses intéressantes. Maintenant, regardez la ligne sur la prochaine carte, la ligne qui est tracée, donc qui est tout près dans le sud, là, qui arrive tout près de Thunder Bay en Ontario, donc à la limite des lacs, du lac supérieur. Ben là, on constate qu'il y a 68% de la population canadienne qui est à la droite de cette ligne-là et 32% de la population qui est de l'autre côté de cette ligne-là. Et cette ligne-là, je l'ai placée là tout simplement parce qu'elle est à plus ou moins 100 000 nautiques du mi-chemin entre Vancouver et Saint-Jean-Terre-Neuve. Donc, qui est la moitié, si vous voulez, là, de la distance est-ouest que couvre le Canada sur la carte. Donc, c'est à peu près, si ma mémoire est bonne, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est à peu près 1600 ou 1700 000 nautiques vers Vancouver et ou vers Terre-Neuve. Mais ça, il faudrait vérifier. Et si vous avez la réponse, merci de le mentionner. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Étrangement, OK, au Canada, les 4 transporteurs à rabais sont à gauche de cette ligne-là. Donc, là où la population est le moins densément peuplée, c'est là où se sont établis les transporteurs à rabais. Mais maintenant, je
je vais vous expliquer un petit peu, et ça me permet d'expliquer un petit peu la dynamique dans l'Ouest canadien, parce que souvent, c'est utilisé pour justifier que, parce que c'est dans l'Ouest canadien où les vols régionaux sont les moins dispendieux par rapport à l'Est. Et ça, c'est utilisé dans les gens dans l'Est pour justifier qu'on a un problème. Mais, dans le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta sont des provinces pétrolières, c'est-à-dire qu'il y a eu des ressources ou de l'exploitation pétrolière dans le nord de ces provinces-là. Le boom pétrolier a engendré un énorme déplacement de main-d'œuvre temporaire vers Calgary, entre autres. D'ailleurs, l'aéroport de Calgary, qui se classe continuellement dans les 4 plus grands aéroports au pays, qu'avant la pandémie, il y avait plus que 15 millions de passagers par année, mais quand on faisait la répartition de ces passagers par secteur, on avait 70% de la clientèle qui c'était des vols intérieurs, 20% des vols transfrontaliers et seulement 10% de vols extérieurs vers l'Europe ou l'Asie. Donc, c'était une clientèle canadienne, justement parce que les travailleurs de l'Est du Canada qui étaient en chômage se précipitaient pour aller travailler en Alberta. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est Fort McMurray, dans ses belles années, surnommé aussi Fort McMoney, dans le nord d'Alberta, qui est la capitale des sables bitumineux, si on veut. Elle attirait beaucoup de travailleurs étrangers. Donc, cette ville de 100 000 de population comptait 27% de sa population qui était originaire de Terre-Neuve et Labrador. Donc, ça amenait beaucoup de déplacements. Évidemment, quand ta famille est dans l'est du pays, quand il y a des congés, quand c'est tes vacances, quand il y a des jours fériés, tu te déplaces vers ta famille qui est dans l'est. Donc ça a toujours généré beaucoup de déplacements. Et encore là, même si c'est dans le nord de l'Alberta, c'est souvent près du 55e parallèle ou juste en dessous. Donc, c'était pas extrêmement éloigné de Calgary, c'était des distances toute proportion bien gardée, relativement courte. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un gros développement de l'aviation dans le nord des provinces de l'Ouest. Et d'ailleurs, si vous regardez l'évolution de l'action de WestJet avant sa fusion, d'avant son acquisition par le groupe Onex, puis que vous superposez l'évolution de l'action de WestJet à l'évolution des prix du carburant, vous vous rendez compte qu'il y a une relation directe entre les deux. WestJet a connu ses années de gloire quand le prix du carburant était fortement à la hausse et qu'il y avait le boom pétrolier dans l'Ouest canadien. Dès que les prix du carburant se sont mis à chuter en 2013, WestJet a commencé à avoir des difficultés à maintenir sa profitabilité, donc elle était moins rentable qu'avant. Et évidemment, sa croissance a ralenti et la valeur de son action aussi a stabilisé. D'ailleurs, je me souviens, ma conjointe avait acheté pour son REER des actions de WestJet en 2013. J'avais dit, j'achète pas de compagnie aérienne, c'était des mauvais placements. Elle m'avait pas écouté. Les résultats, l'action a stagné pendant près de 5 ans avant qu'elle se décide de s'en débarrasser. 4 ans même, mais avant que Onex arrive dans le portrait. Donc, voilà pour l'Ouest canadien. Maintenant, si vous voulez, on va aller vérifier un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans le reste du Canada ou comment cette répartition géographique s'est faite. Alors, vous remarquerez, province maritime et le Labrador, 7% de la population. Québec, Ontario, 61% de la population. 18% pour les 3 provinces là, de l'Ouest. Manitoba, Saskatchewan et Alberta dans l'ordre. Colombie-Britannique, 14%. Et là, on arrive dans ce qui est les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut et le Yukon, où on a 0,003% de la population qui y habite. Et ça devient quand on parle de transport aérien régional, les factures élevées de transport aérien régional, ce sont ces régions-là qui le causent. D'ailleurs, il faut faire attention aussi, je tiens à faire le Nunavut, c'est la partie qui est au nord du Manitoba, qui est en vert foncé et qui va
vers le passage du nord-ouest, tandis qu'au Québec, le Nunavik, c'est la partie, quand vous regardez la pointe nord du Québec, la partie plus foncée, qui est le Nunavik et qui est sous gestion de territoire CRI. D'ailleurs, dans le Nunavik, il n'y a que 14 000 de population et 14 villages à desservir. Dans la partie où est le 0,3% de la population, donc on parle grosso modo de 120 à 130 000 de population dans tout ce grand territoire-là. La particularité des territoires du Nord canadien, c'est que vous êtes en condition de givrage ou en saison de givrage 11 mois par année sur 12. Donc, c'est fréquent de faire du givrage. Si je prends l'exemple d'Air Inuit, par exemple, qui a 14 petites communautés à desservir sur son territoire, des communautés souvent de 400-500 habitants, c'est pas tous des gros villages là, comme Côte-Joie-Rapic ou Pouverne-et-Touques, il y a beaucoup de petits villages. Si au mois de mai, vous devez faire du dégivrage, ça veut dire qu'il y a un camion qui est présent de dégivrage qui est présent sur l'aéroport à longueur d'année, camion de déneigement présent sur l'aéroport à la longueur d'année, et tout le reste de l'infrastructure personnelle, etc., etc. Tout ça pour souvent, dans certaines communautés, assurer un vol par jour. Mais c'est un vol essentiel. Maintenant, Air Inuit, il va avec des Dash 8 300 modifiés, c'est-à-dire que maintenant, on a mis une porte cargo sur les Dash 8 300 et on rentre des palettes dans les Dash 8 cargo. Ce sont de véritables Dash 8 300 cargo. Puis on livre des palettes de nourriture et de biens essentiels à ces communautés-là. Il faut y aller régulièrement. Mais le coût d'opération dans ces petits aéroports-là est extrêmement élevé. De sorte que quand vous prenez un billet Montréal, Côte-Joie-Rapic, puis que vous faites 2 escales avant de vous rendre à Côte-Joie-Rapic, vous augmentez rapidement les frais d'exploitation de la compagnie. Alors, quand elle arrive pour vendre des billets entre Montréal et Québec, Montréal-Sept-Îles ou Montréal-Val-d'Or, alors quand ces compagnies nordiques-là veulent vendre des billets dans des destinations moins nordiques, elles n'ont pas le choix d'augmenter le prix du billet parce qu'elles n'arrivent pas dans le Nord. Elles ne font pas de profit dans le Nord. Puis les compagnies aériennes maintiennent des communautés dans le Nord canadien. Vous remarquerez qu'au nord de cette fameuse barre-là, il y a Air Canada, WestJet ne sont pas présents. Il y a une grande section du Nord canadien. Dès que vous passez là, Québec, Edmonton, Ottawa, dès que vous allez, le moindrement que vous dépassez à peu près 200 000 nautiques de la frontière américaine, donc dès que vous sortez du 90% de la population de densité, la densité ne justifie plus la présence de grands transporteurs comme Air Canada et WestJet ou encore même Transat ou les nouveaux, là, les Sunwing de ce monde. Personne ne veut aller là. Même les transporteurs aériens dans l'Ouest canadien ne vont pas dans ces régions-là. Sauf que le coût de transport dans ces régions-là finit par avoir un impact dans le transport régional plus au sud, c'est-à-dire entre les grands centres urbains et entre les endroits extrêmement isolés dans le nord du Canada. Donc, quand on parle de particularités régionales au Canada, de difficultés de desservir le nord et des coûts de desservir les régions, le nord a un impact direct sur les frais d'exploitation dans le sud. Mais je voudrais, pas dans le sud, on dirait dans le centre. Donc, entre l'extrême nord et le sud du Canada, il y a une bande plus ou moins peuplée. On parle de villes comme Sept-Îles, bien entendu, Saint John's au Labrador. Il y a Edmonton dans cette bande-là. Alors, ces villes-là, veut pas, elles subissent les contre-coups des frais d'exploitation élevés dans le nord du Canada. Et c'est ce qui explique la difficulté. Maintenant, je rappelle que dans l'est du Canada, on n'a jamais eu le mouvement de personnel et de main-d'œuvre qu'il y a eu au sable bitumineux dans le nord de l'Alberta et dans le nord des 3 provinces de l'Ouest.
il n'y a pas de comparaison. Les mouvements pour les mines du nord du Québec puis du nord du Canada, le nombre de déplacements mensuels ou annuels générés par ces mines-là n'a rien à voir avec ce que Fort McMurray a déplacé. Et là, je viens de faire le lapsus. Fort McMurray a généré. Écoutez, Fort McMurray, je le rappelle, 100 000 de population à son sommet. Il y a les villes de 100 000, les mines, les sites miniers de 100 000 de population, là, il n'y en a pas ailleurs que Fort McMurray. Fort McMurray. Merci. De la misère. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui fait en sorte que, on regarde des fois des destinations comme les îles de la Madeleine, où c'est cher, puis dans le fond, la distance entre Montréal et les îles, c'est 1 heure de vol. Puis on compare ça avec certaines destinations dans le nord de l'Alberta en disant, ben oui, mais on devrait pouvoir payer le même prix. Non. Les îles de la Madeleine, c'est 12 000 de population. Fort McMurray, c'est 100 000. Vous n'avez pas le même bassin de population. C'est pas vrai que vous allez pouvoir rentrer 2-3 vols par jour puis rentabiliser les frais aéroportuaires et les frais d'opération sur plusieurs vols. Parce qu'il y a ça aussi. L'aéroport des îles de la Madeleine, elle coûte quelque chose à fonctionner. Alors, si tu as juste 2-3 vols de Dash 8 par jour versus 4 vols de 737 à Fort McMurray, le volume de passagers n'est plus le même. On s'approche du 1000 passagers par jour à Fort McMurray sur une hypothèse de 4 vols de 737 par jour, c'est probablement plus. Alors qu'on est encore, on a de la difficulté à générer une centaine de passagers par jour aux îles de la Madeleine, et ce, même en période de pointe de l'été, en haute saison touristique. Donc, tout ça, ça explique un peu la dynamique, puis la géographie canadienne, et comment c'est difficile au Canada de rentabiliser des lignes aériennes en dehors du corridor de 150 000 nautiques. Alors, sur ça, je vous remercie de votre attention. Comme je le fais toujours, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que vous l'avez forcément aimé, donc il n'y a pas de raison de ne pas cliquer j'aime. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.